Bienvenue, imprudent mortel. Il y a 15 jours, j'évoquais en première partie l'histoire de la guillotine. Voici la suite. Alors voilà. Tout au long du XIXe siècle, on s'est posé cette question. Est-il exact qu'une telle mort était aussi rapide et indolore qu'on le disait au départ ? Ce léger souffle sur le cou, comme aurait dit Jean-Yann dans sa chanson Liberté, égalité, choucroute. Les scientifiques émirent très tôt des doutes. Déjà sous la Révolution, la tête de Lavoisier aurait cligné plusieurs fois. Le bourreau gifla celle de Charlotte Corday et elle en devint toute rouge. En 1905, un condamné du nom de L'Anguille rouvrit 3 fois les yeux et fixa le docteur qui l'appelait. D'autres médecins eurent l'occasion de vérifier que le cœur battait encore et la perte de conscience n'intervenait que 4 à 17 minutes plus tard. Alexandre Dumas en tira une nouvelle absolument terrifiante dans le recueil Les 1001 fantômes. Dans celle-ci, sous la terreur, un chercheur en physique, Albert, découvre dans une chapelle la tête de sa bien-aimée guillotinée, Solange. Bien que l'exécution ait eu lieu voici des heures, le jeune homme s'entend appeler par son nom et trouve un sac contenant la tête de Solange qui pleure et qui appelle son amant. Celui-ci la nomme 3 fois avant de voir la tête perdre subitement toute apparence de la vie. Et puis sinon, dans la réalité, il eut des ratés, des lames qui s'enrayent, des coulisses qui s'usent et la tête tranchée au niveau de la mâchoire plutôt que du cou quand la lame est déviée. Dans certains cas, il faudra s'y reprendre à 3 fois ou finir le condamné au couteau. D'ailleurs, un de ces bourreaux maladroits sera lui-même condamné pour cette raison sous la Révolution. Le président Armand Fallières était abolitionniste et il suspendit toute exécution entre 1905 et 1909. Il gracie systématiquement, ce qui était déjà le cas pour les femmes depuis 1887. En 1908, il met l'existence de la peine de mort en référendum. Il est vrai qu'à cette époque, certains pays voisins n'organisent même plus d'exécution publique, comme la Grande-Bretagne, depuis 1868 déjà. Mais la majorité pour le maintien l'emporte et clôt le débat pour plus de 70 ans. Que les communards aient mis le feu à la guillotine en 1870 n'avait sans doute pas rassuré les représentants de l'ordre. Le scandale de l'affaire Soleillant en 1908 y était aussi pour beaucoup. Albert Soleillant, après avoir tué Marthe, 10 ans, sera gracié par Fallières et envoyé au bagne de Guyenne. Ce dernier n'avait rien du Club Med, mais les gens de l'époque l'avaient perçu de cette façon. Les élus semblaient absolument convaincus de la valeur dissuasive de la peine capitale si l'on en croit les unes du petit journal d'alors. La Pâche, c'est-à-dire le mauvais garçon parisien, n'est pas effrayé par la prison, mais la guillotine l'épouvante. C'est ce qu'il disait. Du coup, en 1909, on exécutera à nouveau et les premiers étaient la bande Apollet, 4 criminels. Mais d'où vient donc cette persuasion que tout criminel ne craint pas la prison à perpétuité, mais la mort, si? Eh bien, rien n'est plus difficile à cerner que la façon de penser d'un tueur. Certains furent remarquablement désinvoltes devant l'échafaud et eurent des tueurs pour réclamer la peine, comme Claude Buffet en 1972. Et puis nombreux sont les criminels à s'estimer plus malins que les autorités. Si jamais ils songent aux conséquences, et ce n'est pas le cas des psychopathes, les assassins escomptent bien devenir des affaires jamais résolues ou cold case. Et c'est bien possible. Rappelez-vous Jacques l'Éventreur, le Zodiac, le Dahlia Noir, et ils espèrent s'en tirer ainsi. Et puis, comme dira plus tard l'avocat Robert Badinter, depuis quand la peur de la mort retient-elle systématiquement les humains ? L'existence des soldats, des athlètes extrêmes ou des cascadeurs prouve que non. La valeur dissuasive peut être très discutée quand on sait qu'en l'absence de peine de mort, les meurtres en France ont diminué de 50% en 15 ans. Il y eut 1600 assassinats en 1995 et 675 en 2010. Et qu'après avoir connu un pic dans les années 1970 et 1980, le nombre des tueurs en série a remarquablement chuté en Occident. La raison tient sans doute au
de la science, des méthodes de profilage et des analyses ADN, qui sans doute doivent bien mieux dissuader. Mais en 1908, personne n'avait accès à ces statistiques. Pire, les exécutions étaient encore publiques, contrairement aux pays limitrophes. Spontanément, on les avait montrées aux gens depuis des siècles, toujours par leur valeur dissuasive. Mais Victor Hugo, fervent abolitionniste, objectait que, contrairement à la guillotine de son temps, qui disparaît dès qu'elle a fait son coup, les gens de 1482 dans Notre-Dame de Paris allaient au supplice comme on va au spectacle, des spectacles longs et quasi permanents. Le 17 juin 1939, on décapite en public l'assassin Eugène Widmann. L'événement est photographié et filmé, et la foule se précipite pour tremper des mouchoirs dans le sang, comme sous la Révolution d'ailleurs. Disons qu'il y avait là plus spectacle que dissuasion. Et les « à mort » hurlés par les foules devant les tribunaux jusque dans les années 1970 ne laissaient pas de doute sur le fait que les gens n'avaient guère d'empathie. Ma grand-mère, qui était abolitionniste, m'avait rapporté l'histoire d'une jeune femme devenue folle après avoir vu cette dernière exécution publique. C'était peut-être une légende urbaine colportée par la presse. Mais quoi qu'il en soit, les exécutions suivantes auront toutes lieu en privé par la suite. Moins de publicité, car les bois de justice commencent à embarrasser. J'ajouterai que les Parisiens, du moins au XIXe siècle, pouvaient avoir pour habitude, juste après avoir passé la nuit à danser, être allés au bal ou dans un cabaret, pouvaient terminer leur soirée, pour certains, en allant voir une exécution publique, puisqu'elles étaient à l'aube. Cela remplaçait la gratinée à l'oignon. Et oui, c'était perçu comme un divertissement, mais après tout, on parle des mêmes personnes qui allaient voir les cadavres à la morgue pour se distraire aussi. C'était même devenu un tel spectacle que les maisons qui entouraient les prisons louaient, parfois très cher, leurs balcons ou leurs fenêtres pour les curieux qui viendraient voir les exécutions. Donc, pour le côté exemplaire et donc dissuasif, on repassera. Passer pour disparaître dans la foulée, cela étant dit. Vous avez sans doute déjà entendu l'expression « c'est du grand guignol », souvent associée au gore excessif et plus précisément aux mauvais effets spéciaux des films de ce genre. À l'origine, le théâtre dit du Grand Guignol à Paris, ouvert entre 1896 et 1963, était spécialisé dans les mises en scène macabres, préfigurant aussi le cinéma d'horreur. Je n'avais trouvé qu'une seule vidéo mettant en scène 4 pièces de son répertoire et elle a été supprimée depuis. Mais voici ce que je peux vous rapporter. Sans surprise, la guillotine tenait 2 fois le premier rôle dans 2 des histoires, l'une appelée La Veuve et l'autre Vers l'au-delà. La Veuve était une pièce burlesque, en version humour noir, avec un visiteur de musée qui se coince dans la guillotine d'une salle consacrée à la Révolution. Et il meurt quand un gardien actionne le mécanisme pour une photo, car il était persuadé à tort que la lame était en carton. Dans Vers l'au-delà, un médecin use d'hypnose pour qu'une cobaye s'identifie à une décapitée puis relate ses dernières impressions. Et le tout finit de manière dramatique. Bref, la guillotine est alors bien assez ancrée dans l'imagerie populaire pour donner l'expression encore utilisée aujourd'hui, sauver sa tête après un procès. Durant l'occupation, le régime de Vichy a durci les choses. Outre des résistants, on exécute de nouveau des femmes pour la première fois depuis 54 ans. Elisabeth Lamouly eut la mauvaise surprise d'être condamnée en 1941 pour l'empoisonnement de sa mère et de son mari. La perspective la rendra folle, il faudra la traîner au supplice sans avoir pu l'habiller. Germaine Legrand bat à mort son beau-fils en 1942 et répète au matin de l'exécution « Ne me tuez pas, mettez-moi à perpète » avant de se raisonner. En revanche, Lucienne Thiou, qui avait tué son mari, dut être traînée de la cellule à l'échafaud et surina dessus de peur en criant « Je n'ai rien fait, je n'ai rien fait » en 1947.
Avec le XXe siècle, cependant, la peine de mort apparaît de moins en moins acceptable. Dès 1910, on n'exécute plus en Suède, puis à partir de 1944 en Finlande. La dernière exécution eut lieu en 1949 en Allemagne de l'Ouest, en 1950 en Belgique et en Autriche, et en 1969 au Royaume-Uni. Mais en France, en 1975, la guillotine chez nous aussi fonctionne encore, chantait Renaud dans sa chanson Hexagone. Il faisait référence au vers précédent à une exécution en Espagne sous le régime franquiste. Mais ce sera la dernière pour ce pays, alors que ce ne sera pas le cas en France. Précisons quand même que le général de Gaulle sera le dernier président français convaincu de l'efficacité de la peine de mort. Pompidou puis Giscard d'Estaing le seront beaucoup moins, et gracieront souvent. Mais ils ne franchiront jamais le pas de l'abolition, en raison de leur dégoût de certains crimes. Giscard d'Estaing notamment avait prévenu qu'il ne gracierait pas les assassins d'enfants et de vieillards. En 1972, ce seront les récidivistes Buffet et Bontemps, auteurs d'une prise d'otage en prison, que Pompidou ne graciera pas. Les otages avaient été tués par Buffet, mais pas par Bontemps, qui tombera pour complicité. Son avocat abolitionniste, Robert Badinter, dira plus tard « Je n'oublierai jamais qu'on a exécuté un homme qui n'est pas tué. Bontemps était alors en prison pour attaque à main armée, mais pas pour meurtre. » Controversé, certes, mais la guillotine servira encore après le procès Christian Ranucci. En 1974, ce jeune homme de 20 ans est condamné pour le meurtre de Marie Dolores, une fillette de 8 ans. Conformément à ce qu'il avait annoncé, Valéry Giscard d'Estaing ne gracie pas. Le problème, c'est que Ranucci n'a cessé de clamer son innocence, et de nombreuses zones d'ombre subsistent encore dans son dossier aujourd'hui. Cela ramènera à la question. On peut toujours libérer un innocent, emprisonné par erreur. Mais que faire si la méprise concerne un condamné déjà exécuté ? Cette glaçante perspective fait qu'aujourd'hui encore beaucoup de gens croient que cette exécution fut la dernière. Mais non. Badinter sauvera plus tard Patrick Henry, pourtant bel et bien coupable, et toujours de meurtre d'enfant. Mais la lecture d'une lettre de la mère de Christian Ranucci à son procès incitera à la clémence. Badinter avait aussi plaidé et permis de sauver Philippe Maurice, pourtant lui aussi coupable, qui sera le dernier gracié. Leurs destinées seront très différentes. Henri retournera en prison pour trafic de hashish, où il est mort depuis, et Maurice est aujourd'hui docteur en histoire médiévale. En revanche, pas de grâce pour Jérôme Carin, alcoolique notoire, tueur d'une enfant de 8 ans en 1975 et dernier citoyen français guillotiné. Ni pour Amida Djandoubi, dont la victime, qui était son ex, Elisabeth Bousquet, était pourtant adulte. Mais son meurtre fut précédé de torture, ce qui explique sans doute pourquoi Giscard d'Estaing laissera la justice poursuivre son cours. Djandoubi était unijambiste depuis un accident en 1971. On ne lui rendra sa prothèse que juste avant de marcher au supplice, ce qui fera dire à Robert Badinter qu'il était tragiquement ironique qu'un homme regagne 10% de son corps avant de les perdre à nouveau, par ailleurs. Djandoubi aurait demandé une 3e cigarette du condamné, ce qui lui aurait valu cette réponse terrible du bourreau. Nous avons perdu assez de temps. Ce monsieur n'aurait pas dû être si pressé pourtant, vu sa mise au chômage technique sous peu. Ces deux exécutions eurent lieu en 1977. Vous avez bien entendu, 1977, l'année de la sortie de Star Wars Un Nouvel Espoir, ou La Guerre des Étoiles comme on l'appelait alors, des Magnolia Forever de Claude François, du mouvement punk, de la popularisation du disco. Ces choses-là se faisaient encore, et faisaient de plus en plus tâche, puisque la France était alors le dernier pays d'Europe occidentale à toujours appliquer la peine capitale. À l'étranger, on ne manquait pas de le surligner, comme Franquin qui était belge et chez qui c'était de l'histoire ancienne, mais il n'hésitait pas à mettre en scène le paradoxe de la loi dans sa série des idées noires. Dans cette page, il faut à l'infini quelqu'un pour tuer le bourreau du bourreau précédent, puisque toute personne qui en tuera une autre volontairement est ainsi d'appliquer la loi de manière stricte. De l'humour absurde, bien comme il faut. En 1980, François Mitterrand tint sa promesse de campagne en nommant Badinter garde des Sceaux.
le 9 octobre de cette même année, donc d'où la journée mondiale, vous aurez compris, ce dernier prononce l'abolition. La dernière guillotine à avoir servi est démontée et envoyée à la prison de Fresnes. Et pour les curieux, il en existe d'autres exemplaires authentiques, exposés comme par exemple au sous-sol du bar Le Caveau des Oubliettes à Paris. C'est l'un des instruments de mise à mort les plus impressionnants visuellement, expliquant qu'elle soit par exemple sur la place de la ville d'Halloween dans L'étrange Noël de Monsieur Jack, même si tout porte à croire qu'elle ne sert pas. Elle est aussi sous la forme de jouets de Noël non traditionnels, créés par les habitants. Ou encore elle sert de jouet morbide aux enfants de la famille Adams. Cette famille me semble avoir une vraie fascination pour cet instrument. On le retrouve sous diverses formes et je me demande si c'est dû au fait qu'il s'agit de personnes morbides mais néanmoins raffinées et sophistiquées. Je rappelle à tout hasard l'image de raffinement de la France. Maintenant, 40 ans plus tard, tout le monde sait-il que l'abolition a eu lieu? Eh bien on peut se le demander. Car dans le film britannique Johnny English, sorti en 2003, le méchant, Pascal Sauvage, est un Français qui cherche à déposer Élisabeth II. Quand son plan échoue, on entend à la radio que les méfaits de Sauvage lui vaudront d'être guillotiné. L'ennui, c'est que le film est censé se dérouler en 2003, 20 ans après l'abolition. Autre méconnaissance apparemment commune en pays anglo-saxon, le sang selon coucher le condamné. Je me souviens d'une pub pour Crunch qui montrait un condamné sous la Révolution française, la tête tournée vers le ciel. Or, on évitait aux prisonniers de voir arriver la mort en face, littéralement, en tournant leur visage vers le sol, même si l'on prétend que Lacenaire, décidément un grand comique, se serait retourné pour voir arriver la lame. Dans le film Les valeurs de la famille Adams, Pubert, mis dans le mauvais sens par ses frères et sœurs, aura ainsi l'occasion d'arrêter la lame. Enfin, on retrouve aussi cette erreur dans l'épisode « Tu veux la mettre où ?» de la série SF Les Décalés du Cosmos en 2005. De façon plutôt pessimiste, la guillotine y est nouveau en usage dans ce futur lointain, et sur une planète exclusivement gay, qui punit l'hétérosexualité de mort. Aussi, le commandant extraterrestre de l'équipage des héros, Ardillon, est condamné en même temps que sa maîtresse, la Cyborg 6. Question : pourquoi la guillotine ? Les auteurs étant canadiens, ça n'a rien d'un provincialisme du créateur. L'épisode roulait sur de nombreux stéréotypes, comme le fait que les gays seraient tous raffinés. Le dernier repas à la prison, par exemple, c'était du risotto de homard. Et donc, comme je le disais plus tôt, la France a une image raffinée. Donc c'est peut-être pour ça. Quoi qu'il en soit, le fait qu'on dépose 6 dans le mauvais sens est tout de même justifié par le scénario. Être couché vers le haut sur la planche fait bouger sa monstrueuse poitrine quand on l'ajuste. Le regard concupiscent que lui jette le gouverneur de la planète le révèle comme hétéro dans le placard. Il se fait lyncher par la foule en colère, tandis que l'équipage s'enfuit. Accrochez-vous, on la retrouve aussi dans des mangas shoujo, ou pour filles, où il y a aussi une autre erreur, pas plus que les condamnés n'avaient la tête tournée vers le ciel, on leur coupait les cheveux, ou on les relevait pour éviter qu'ils ne dévient la lame évidemment. Mais dans les mangas, vous verrez souvent des princesses marcher au supplice avec leurs cheveux longs. Mais pourquoi des princesses, me direz-vous ? Eh bien, j'ai découvert cette mode un peu récemment. Vous connaissez peut-être le manga Tear Moon Empire, dont l'adaptation en animé vient de commencer. En fait, le début de son intrigue est étonnamment proche d'autres mangas coréens, ceux-là, que j'ai pu lire aussi, également pour filles, et également plutôt mignons et raffinés, plein de belles robes et de jolis garçons, et d'intrigues plutôt posées, tranches de vie. Mais ils ont tous un début très pessimiste et très contrastant avec la suite. Et c'est cette forme d'isekai où le héros ne va non pas se réveiller dans un univers parallèle après être mort, mais se retrouver soit réincarné, soit dans son propre corps après un voyage dans le passé, après avoir été exécuté. Dans Tear Moon Empire et dans les manhwas La Vraie, c'est moi et À nouveau dans la lumière, on a à chaque fois affaire
à une jeune femme qui est soit une princesse, soit de la haute noblesse, et qui a été condamnée à mort de manière complètement injuste. L'une va se réincarner dans un bébé qui n'est autre que la princesse héritière d'un empire voisin et rival, et les deux autres, dans leur propre corps, mais quelques années, entre 2 et 8 ans, en arrière, à chaque fois en se souvenant de tout, leur permettant soit de se venger, soit d'empêcher leur triste destin d'arriver. Et dans tous les cas, eh ben oui, au début, la pauvre héroïne est condamnée à la mort par guillotine. Pourtant, aucune des histoires ne se passe en France, mais dans des royaumes de fantaisie imaginaires. Alors pourquoi ? Dans le cas de Tyr Moon, l'héroïne, la princesse Mia, serait inspirée de manière très précise de Marie-Antoinette, ou plutôt de l'image qu'on se fait d'elle. Elle n'a jamais dit « ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent de la brioche », mais Mia dit à un moment « ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent de la viande ». Elle est vraiment aussi orgueilleuse, aussi frivole, et se désintéressant du bon peuple qu'on disait qu'était Marie-Antoinette, ce qui n'était pas le cas du personnage historique, je le précise. Mais Mia est bien comme ça. Elle n'est quand même pas à elle seule la cause des malheurs du temps, c'est pourquoi sa mort lui a semblé injuste. Et quand elle se réveille à l'âge de 12 ans, elle décide d'empêcher ce qui est arrivé, la révolution étant due à pas mal de malheurs, comme des famines, des épidémies et des guerres. J'ajouterai qu'il était rare que les guillotines soient aussi joliment décorées que dans Tyr Moon Empire, et qu'elles n'ont jamais été érigées devant Notre-Dame de Paris, comme dans Assassin's Creed, avec le nom de Marie-Antoinette écrit dessus en plus, et que dans Tyr Moon aussi. C'est presque un running gag quand la princesse Mia s'imagine poursuivie par l'instrument, de manière comique donc. Toujours dans les mangas, j'étais très surprise de l'apprendre. Le personnage du bourreau Samson, personnage historique dont je parlais plus haut, est le héros d'un manga très romantique apparemment. Il fait de lui un beau gosse. J'aurais jamais imaginé comme le héros d'une histoire. Dans le Conte des deux villes de Charles Dickens et le Mouron rouge d'Emma Orczy, semblait tout de prouver néanmoins que le monde anglo-saxon fut marqué, pour ne pas dire traumatisé par l'engin, car la pendaison en usage dans ces pays se faisait sans effusion de sang. Et ça n'empêchera pas des compositeurs anglo-saxons d'écrire des chansons plutôt badass sur le sujet. Avez-vous déjà entendu Guillotine de Yadi ou Madame Guillotine, la chanson d'ouverture de la version en comédie musicale du Mouron rouge, justement. Le Mouron rouge étant à propos d'un aristocrate britannique qui sauve les nobles français de l'instrument. Dans l'événement Marvel Contest of Champions, ce nom est même celui d'une héroïne française de Marvel, pourvue d'une épée maléfique. Ce nom est étrange, car je dis bien héroïne. Mais franchement, quand quelqu'un s'appelle Guillotine, vous n'imaginerez pas plutôt une super vilaine, vous ? Franchement. Si une super américaine s'appelait Chaise électrique, je pense qu'ils imagineraient spontanément que c'est une méchante. Chez les crados, c'est-à-dire ces images assez controversées parues à la fin des années 80, montrant des caricatures des poupées patouf de manière grotesque, il y en avait une appelée Guillotina, et c'était l'une des rares crados qui ne sera pas exportée en France. À l'origine, il s'agit d'une vignette américaine. On était alors en 1989, en pleine commémoration du bicentenaire de la Révolution. Coïncidence ? Ça m'étonnerait ! Il n'existe aujourd'hui peut-être qu'une personne pour regretter l'abolition, et dont je ne peux pas prouver l'existence, mais je ne l'ai jamais oubliée. Dans les années 2000, passait sur le câble une émission que j'adorais, excentrique, et dont le titre trop général fait que je n'en retrouve hélas aucune trace aujourd'hui. Dommage. Il présentait des portraits de gens bien originaux comme je les aime, du Fano Dracula dormant dans un cercueil, aux familles déterminées à vivre comme dans les années 1910 ou 1950.
L'émission Les Excentriques sur TV5 lui ressemblait beaucoup, mais c'est pas ça. L'un des témoins, pourtant, réussira à bousculer mes standards de tolérance, pourtant élevés en la matière, et m'a mise très mal à l'aise. C'était une Scandinave d'apparence très ordinaire et pas gothique pour dessous. Mais c'est peut-être encore plus glauque. Elle serait devenue fan de guillotine après en avoir vu une dans un film historique quand elle était enfant. Sa collection sur le sujet serait devenue assez grande pour transformer en musée sa maison, la maison de Madame Guillotine, comme elle se surnommait. Et encore me direz-vous que c'est pas pire de dormir dans un cercueil. Je pensais pareil, mais 2 détails supplémentaires m'ont glacé le sang. Madame Guillotine, qui était célibataire, dormait toutes les nuits en tenant un modèle réduit de la veuve donc, comme d'autres dorment avec un ours en peluche. Et ce n'était pas juste la guillotine que cette femme semblait aduler, mais carrément l'idée de peine de mort. Elle correspondait en effet avec un Américain condamné à l'injection létale, donc rien à voir, qu'il avait invité à son exécution, où elle avait hâte de se rendre. Même les États-Unis, dernière démocratie d'Occident à appliquer la peine de mort, devraient pourtant finir à plus ou moins brèves échéances à renoncer à l'injection létale. Non pas par humanité, selon Robert Badinter qui continue le combat, mais plus simplement parce que les condamnations coûtent beaucoup plus cher que la prison à vie, notamment en raison des procès d'appel à répétition. Nous ne pouvons que nous réjouir, en ce mois de la journée mondiale contre la peine de mort, de la fin des bois de justice. Souvenez-vous de ce qu'en disait Victor Hugo. Se venger est de l'individu, châtier est de Dieu. La société est entre deux. Le châtiment est au-dessus d'elle, la vengeance au-dessous. Rien de si grand et de si petit, ne l'eussiez. J'espère que cette histoire vous aura intéressé et vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Si vous me soutenir, voyez la description de Tipeee et du Ko-fi. N'oubliez pas de vous abonner, mettre un pouce bleu, de commenter et de regarder sous votre lit. Avant de la lumière. Au revoir, imprudent mortel.